Donc je pense que vous êtes au courant, mais prendre l'avion, ça pollue. Par exemple, un Paris-New York aller-retour, ça émet un peu plus de 2 tonnes de CO2 et il y a plus de 100 000 vols par jour qui décollent. Et ça augmente beaucoup avec les low cost, comme par exemple Ryanair. Et donc, ce qui fait que l'aviation est responsable de 2,5% des émissions de CO2 mondiales. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même 4% du réchauffement climatique. Donc du coup, on nous dit toujours, il faut limiter ses déplacements, il faut arrêter de prendre l'avion. Sauf que, il y a des fois où on est obligé de prendre l'avion. L'avion a réussi à accélérer nos sociétés et puis on va pas pouvoir s'en passer pendant longtemps, que ce soit pour des raisons familiales ou médicales ou que ce soit pour l'armée, etc. Donc il faut absolument développer un avion qui pollue moins, drastiquement moins, vraiment moins. Donc il y a plusieurs solutions. Dont on entend souvent parler. On va faire un tri de ce qui est vrai et ce qui est juste des rumeurs ou ce qui n'a pas encore été prouvé, parce que on entend beaucoup d'articles et de vidéos qui parlent de solutions miracles pour des avions qui polluent moins. Sauf qu'il y a des fois où c'est faux, il y a des fois où c'est exagéré, il y a des fois où le marketing a pris sa place sur les faits scientifiques. Donc on va faire un tri sur les 3 choses qui pourront permettre aux avions d'être moins polluants. Il y a le fait de changer le carburant des avions, il y a le fait d'améliorer l'aérodynamique des avions, et il y a aussi un autre levier à actionner qui est plus politique cette fois, ce serait des mesures à prendre pour des lois, etc. D'abord le carburant. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des avions à hydrogène, des avions électriques, des avions qui fonctionnent au SAF. Alors je vais vous expliquer ce que c'est plus tard. Mais par exemple l'hydrogène. Airbus a récemment fait l'annonce qu'ils allaient créer une gamme d'avions à hydrogène, dont une aile volante à hydrogène. Alors on n'est pas sûr, on n'a pas encore une date de sortie précise, mais on sait que Airbus, d'ici la fin de la décennie, ils voudront commencer à faire des tests sur un A380 qui fonctionne à l'hydrogène. Et donc en fait l'hydrogène, ça a l'air plutôt bien dit comme ça, parce que ça n'émet aucun CO2 à la sortie du réacteur. C'est-à-dire que l'hydrogène, la combustion de l'hydrogène, ça crée que de la vapeur d'eau. Sauf que ce dont on parle pas, c'est que pour produire cet hydrogène, bien évidemment, il va falloir polluer. Parce que l'hydrogène produit actuellement, c'est 98% issu des énergies fossiles. Donc on va transformer du méthane ou du pétrole en hydrogène. Donc l'idéal, ce serait de créer de l'hydrogène avec des énergies vertes. Je crois aussi qu'on a fait un petit podcast, une petite émission sur l'hydrogène. Oui. Qui en a beaucoup en France, et du coup je vous invite à la regarder, elle est sur notre chaîne YouTube et sur SoundCloud. Du coup ça vous apporte aussi peut-être des réponses, et on va pas tout résumer aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut donc trouver une autre façon de produire de l'hydrogène, et puis l'hydrogène aussi il est difficile à stocker, c'est-à-dire qu'en fait il est beaucoup moins dense, donc il prend beaucoup plus de place, et donc il faudrait des réacteurs plus gros. Tout d'abord, on peut pas le stocker dans les ailes des avions, parce que pour ceux qui n'étaient pas au courant, le carburant est stocké dans les ailes des avions. Et là, l'hydrogène, il faudrait des réservoirs beaucoup plus gros, et donc il faudrait libérer de la place dans le fuselage. Et donc les réservoirs, c'est lourd, et donc l'avion à hydrogène, c'est quelque chose de compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. Il faut encore faire beaucoup de recherches. Et puis ceux qui vous disent qu'on utilisera tous des avions à hydrogène d'ici 2030, non, absolument pas. Et donc c'est pas comme ça qu'on va y arriver forcément. Alors il y aura un autre truc dont on entend parler, c'est des avions électriques, bien évidemment. Mais c'est pareil quoi. Enfin les batteries, faut polluer pour les produire, et puis ça prend beaucoup de place et beaucoup de poids. Donc finalement les avions électriques, ça pourrait être bien pour des petits avions sur des courtes distances, mais pour les gros avions, il y a une autre solution, c'est le SAF. Alors qu'est-ce que c'est que le SAF ? Je pense que si vous écoutez régulièrement l'info décalée, vous aurez sûrement dû en entendre parler. C'est le Sustainable Aviation Fuel. En gros, c'est du carburant d'avion fait à base de biomasse ou d'huile de cuisson par exemple. Et donc c'est un carburant d'aviation durable qui est censé normalement émettre 80% moins de CO2 pendant tout son cycle de vie. Bon, alors actuellement c'est entre 60 et 70% moins, mais si on continue à faire la recherche dedans et à investir dedans, on pourrait arriver à 80% moins d'émissions, donc ça c'est assez intéressant. C'est énorme, 80. Les avions qui fonctionnent au SAF, ça pourrait être une solution. Et donc là je viens de parler de comment on pourrait améliorer le carburant des avions, sauf que il n'y a pas que le carburant qui compte, il y a aussi l'aérodynamique. Parce que oui, dans les années 50,
les avions polluaient beaucoup plus. This world of air travel, now at everybody's doorstep, has been created in 50 years or less. A world of flashing propellers, shimmering jet streams, gleaming shapes. A world so exciting that it's sometimes hard to get it in focus. Dans les années 50, juste pour poser le contexte, eh ben c'est là où l'aviation commence à avoir vraiment un gros impact. C'est là où on commence à voir le début des avions à réaction, avec des réacteurs. C'est là où on commence à avoir vraiment beaucoup de vols à l'international. Et donc du coup les avions polluaient beaucoup à cette époque. Et de 1950 à maintenant, on a divisé, on a augmenté l'efficacité des avions par 5. Donc c'est-à-dire que les avions polluent 5 fois moins. Problème, il y a 13 fois plus de vols que dans les années 50. Donc il faut, l'objectif ce serait de garder le nombre de vols à celui qu'on a actuellement et éviter une surcroissance. Et bien évidemment essayer d'améliorer l'aérodynamisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler peut-être de la start-up Auto qui a créé un avion qui a une forme de balle de fusil. C'est-à-dire c'est par exemple, je ne sais pas si vous voyez une image de balle de fusil, vous en prenez une, vous prenez une autre, vous la retournez, vous les mettez une contre l'autre, et puis voilà, ça fait un avion. Et franchement, la forme de l'aérodynamisme a été testée, et puis c'est beaucoup plus efficace que les avions qu'on a actuellement, d'autant plus que les ailes sont ultra fines, le carburant n'est pas stocké dans les ailes, donc l'aérodynamisme c'est une voie de recherche, il faut absolument travailler beaucoup dedans, et puis c'est peut-être comme ça, après tout, qu'on arrivera à faire des avions qui polluent moins. Faut essayer, l'aérodynamisme c'est peut-être le futur de l'aviation. Et puis il y a le troisième levier, je vais faire rapidement, c'est le levier politique, parce que je vous rappelle que le carburant d'avion, le kérosène, n'est même pas taxé. Par exemple, si jamais vous faites une initiative qui est très bien, c'est d'aller en vacances en train, et par exemple un Paris-Marseille, vous allez vous rendre compte que le train est plus cher que l'avion. C'est bizarre quand même. Si vous prenez un Ryanair, ce sera moins cher que le train. Parce que le train, 40% de votre billet, ce sera des taxes. Alors que l'avion, le carburant n'est même pas taxé. Et ça revient à une politique des années 1930 qui visait à augmenter le trafic aérien pour accélérer la mondialisation. Ça a marché, le trafic aérien a augmenté, mais la pollution avec. Donc là, on a parlé bien sûr de la pollution du CO2, mais l'aviation, ça pollue aussi beaucoup dans d'autres domaines. Il n'y a pas que le CO2. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vivre dans un chemin d'atterrissage d'un aéroport, mais les avions, ça fait quand même beaucoup de bruit. Oui, merci Ulysse. En effet, moi je vais vous parler de la pollution sonore, parce que l'avion, ça pollue pas que au niveau CO2 et réchauffement climatique. Il y a beaucoup de pollution sonore. Quand on habite en ville, à côté d'un aéroport, comme par exemple à côté de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris ou à côté de Blagnac à Toulouse, on peut entendre les avions qui décollent, qui atterrissent, et ça fait beaucoup de bruit, et surtout ça vous réveille pendant la nuit. Et il y a une étude de la DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile, en France, qui montre que que les gens qui habitent à côté des aéroports, comme toutes les nuits, très régulièrement, ils vont se réveiller à cause du bruit des avions, ça va leur mettre du stress et plus de fatigue, et du coup ça va réduire leur espérance de vie de quasiment de 2 ans. C'est énorme par la perte de sommeil. Du coup ça c'est pour les humains. Il y a aussi des conséquences sur les animaux. En fait, les animaux, on interdit les avions de passer au-dessus des parcs naturels, parce que en fait, les animaux, ils connaissent pas ce bruit de réacteur, ce bruit d'avion qui passe dans le ciel. Du coup, ils vont commencer à stresser, eux aussi, et ils vont paniquer, ils vont peut-être aller se cacher à droite, à gauche, dépenser de l'énergie qui, en fait, aurait peut-être été utile pour se défendre, pour s'échapper contre une attaque d'espèces, etc. Du coup, ça perturbe l'écosystème, et en fait, ça crée presque un prédateur invisible. Du coup, en fait, ça vient d'où ce bruit dans les avions? On ne sait pas trop. Quand on sait ça, on sait juste que quand on voit un avion, ça fait du bruit, on se dit que c'est normal. En fait, l'avion, ça vient surtout du moteur.
les hélices qui tournent et le bruit du moteur, c'est ce qui fait surtout le plus de bruit. En fait, il y a aussi le bruit de cellules qu'on connaît pas trop. En fait, le bruit de cellules, c'est le bruit que fait les obstacles en frottant dans l'air. Les obstacles, c'est l'avion en fait surtout, et c'est aussi pour les pas d'atterrissage. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est les roues qui se déploient quand on va atterrir, parce que bon, un avion qui atterrit sans roues, c'est un petit peu le bordel quoi. Boeing. Du coup, au décollage et à l'atterrissage, c'est les seuls moments où on va déployer les pas d'atterrissage, et c'est les seuls moments où faire du bruit, c'est gênant pour les gens qui habitent à côté, parce que bon, faire du bruit à 2000 mètres d'altitude, on s'en fout complètement. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Ouais, par exemple, si pour prendre conscience de ce bruit de cellules, vous pouvez faire une expérience qui est très simple. Vous prenez un bâton, vous l'agitez, et puis ça fait du bruit. Ça fait un bruit en mode... je vois pas si vous voyez, quand vous agitez un bâton, ça fait ce bruit-là. Donc ça, c'est un petit bâton qui va peser peut-être 500 grammes, que vous allez agiter à 30 km/h. Or, l'avion, il pèse plusieurs centaines de tonnes et il va à 250 km/h au décollage. Donc le bruit que ça fait, c'est quand même énorme. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas forcément compte, mais c'est aussi un gros problème. Surtout un avion quand ça atterrit aussi, en fait juste le fait d'arriver sur la piste, ça peut faire un peu de bruit aussi. En fait il y a des solutions quand même. Il y a plusieurs solutions pour éviter de perturber les gens qui habitent à côté des aéroports. Première solution, ça serait de bouger l'aéroport et de le mettre plus loin de la ville. Malheureusement ça coûte assez cher et un aéroport c'est difficile à déplacer, du coup solution pas trop possible. Il faut savoir aussi qu'au début les aéroports ont été construits loin des villes, sauf que les villes ont grandi. Donc, c'est les villes qui ont grandi, finalement du coup, au final, voilà. On peut modifier l'avion aussi. On peut modifier la technologie dans l'avion, du coup, faire des hélices différents qui feraient peut-être moins de bruit en générant toujours autant de puissance. Améliorer la forme de l'aérodynamisme, comme il a dit Ulysse, pour l'avion en forme de balle. Réduire la traînée surtout. Ouais, réduire la traînée et réduire les trajectoires. On peut modifier les trajectoires, pas les réduire. On peut les modifier pour que quand l'avion il va arriver, il fera moins de bruit et il perturbera moins les gens qui habitent aux alentours. Et c'est un peu tout ce que je voulais dire sur ça du coup. Toutes ces études, ça a été développé par la DGAC du coup. Et il y a plusieurs centres comme l'ONERA à Toulouse qui vont travailler dessus pour essayer de réduire ce bruit des avions. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, on a mis des articles en description, des articles des études, des articles de journalisme, etc. pour que vous puissiez les lire et vous renseigner plus sur le sujet. Et donc voilà, c'était le débat sur les avions. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire un peu pour aujourd'hui. On vous remercie d'avoir écouté et on se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode. C'était l'info décalée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.